Kinshasa à la chute du maréchal Mobutu. Pour Kabila à l'époque, c'était un moindre mal, puisqu'il avait les yeux rivés sur le fauteuil présidentiel du maréchal. Donc ce n'était pas très grave que des gens qui ont commis des crimes au Rwanda soient châtiés sur le territoire congolais, puisque ces gens étaient à l'époque ses alliés, croyait-il. Lorsqu'ils arrivent donc au Congo en 1997, évidemment, ils tuent une quantité incalculable de citoyens rwandais et congolais jusqu'à prendre la capitale, jusqu'à ce que la capitale de Kinshasa tombe. À ce moment-là, également, grande erreur de Laurent Désiré Kabila, mais ce qui était parti du plan de départ, c'était que M. James Kabarebe, l'actuel chef d'état-major du Rwanda, devienne le chef d'état-major de l'armée congolaise. Ce n'est qu'avec le temps que Kabila va se rendre compte que ses alliés un peu trop remuants à ses côtés devenaient envahissants pour le peuple congolais. Il décide donc de s'en débarrasser en 1998. Eh bien, là encore une fois, le Rwanda de Paul Kagame décide cette fois-ci d'envahir militairement le territoire congolais. La raison des interamoués devient secondaire, mais en tout cas, la raison pour laquelle une autre raison sort du chapeau, c'est que Laurent Désiré Kabila a un comportement dangereux. Il veut abriter, cette fois-ci, c'est lui qui veut abriter sur son territoire des interamoués et des dangereux génocidaires qui risqueraient de menacer le pouvoir de Kigali. Au fil du temps, un autre argument apparaît, c'est celui qui consiste à dire, lorsque les Congolais commencent à se demander pourquoi on leur impose une guerre aussi violente et aussi douloureuse, Kagame dit que et avec son ami Laurent Nkunda, disent que les Congolais menacent aussi, comme les Hutus l'ont fait au Rwanda, de vouloir exterminer les Tutsis qui sont au Congo. Évidemment, la ficelle est un peu grosse, mais elle a l'air de passer. Et je commence à lire, évidemment, dans les médias en France, que les Congolais, eux aussi, seraient probablement habités par le virus génocidaire. Eh bien, tout cela vise tout simplement à ce que les Congolais ne parlent pas des raisons pour lesquelles les Rwandais rentrent dans leur territoire comme dans un moulin et commettent des atrocités sur leur territoire. Eh bien, je me rends compte que, au fur et à mesure que tous ces éléments s'accumulent, la communauté internationale, ou ce qui est désigné sous ce vocable, n'exprime aucune contestation, aucune protestation. Tout le monde se souvient que lorsque Saddam Hussein avait envahi le Koweït, le tintamarre dans la presse internationale pour violation du territoire koweïtien est que pour avoir osé faire ça, Saddam Hussein méritait d'être puni, sévèrement puni. Eh bien, Kagame n'avait même pas droit à un signe de désapprobation. C'est là que je passe donc à la troisième raison, c'est que je me suis dit, mais ça commence à faire beaucoup pour les Congolais quand même. Mais qu'est-ce qui peut permettre un tel silence et une telle arrogance de la part du Rwanda et de Paul Kagame? Sur quoi compte-t-il pour se comporter de cette manière en narguant en quelque sorte les Congolais? J'ai essayé de comprendre quelque chose qui paraissait incompréhensible du point de vue du droit international. C'est là que je me rends compte également que, en fait, un argument est important, encore une fois de plus, pour la presse internationale ou pour les gens qui
s'interroge ou s'indigne sur l'occupation du territoire congolais par des forces étrangères. On rappelle tout simplement aux Congolais qui ne veulent pas l'entendre ou qui font semblant de ne pas l'entendre que si vous désignez le Rwanda, vous oubliez que le Rwanda a été en 1994 victime d'un génocide et que les Tutsis dans ce pays-là ont vécu un événement tellement grave que vous ne pouvez pas vous permettre aujourd'hui de considérer que ces gens-là sont sur votre territoire. Les gens qui sont sur votre territoire sont des génocidaires hutus qui commettent des crimes et des atrocités dans votre pays. Les Congolais, devant ce type d'argument, n'avaient qu'une chose, c'est d'avaler leur langue et de se taire. Deuxième argument, qui n'est pas très loin du premier argument, c'est que on commence à comparer les événements du Rwanda à la Shoah, l'Holocauste que les Juifs ont vécu pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai le malheur ou la chance d'avoir travaillé longtemps sur ce sujet. En France, j'ai été parmi les pionniers à mener des enquêtes sur le rôle que les Africains ont joué en France, dans l'armée française pour la libération de la France, donc je connaissais un peu le sujet. Mais j'avais aussi la chance d'avoir commencé depuis longtemps à travailler sur le Rwanda et que je connaissais un peu le sujet du Rwanda. Mais j'ai commencé à me poser la question de savoir quels étaient les points historiques extrêmement précis sur lesquels on pouvait fonder un tel raisonnement. Je n'en ai pas trouvé un seul qui montre que ce que les Juifs ont vécu en 1940-45 a un début de commencement de proximité avec les événements que les Tutsis ont vécu au Rwanda. D'ailleurs, événements pour lesquels ils n'étaient pas les seuls à vivre la tragédie qui a touché leur pays. Et j'ai constaté que, en menant mes enquêtes, que des membres